Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter Mélanie Dupont, docteur en psychologie, psychologue de l'UMJ de Paris, l'Hôtel Dieu, présidente de l'association contre les violences sur mineurs, le CVM, dont peut-être vous avez entendu parler, qui est un site très riche en informations. Présidente aussi de l'association des psychologues des UMJ de France. La protection des mineurs est au cœur de notre pratique sur le service de victimologie enfants et femmes enceintes. Et il nous a donc paru évident de vous proposer un regard sur la problématique spécifique de la prostitution chez les mineurs. Par chance, Madame Dupont a accepté notre invitation et va vous présenter son travail de recherche-action qui a été effectué avec Hélène Pohu, sociologue, et Charlotte Gorgiard, médecin légiste. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci aux dames de Clermont, comme je les surnomme, de m'avoir invité à participer à cette journée avec vous. Je suis ravie de voir que cette salle est pleine. Donc de pouvoir effectivement vous présenter notre recherche-action qui a souhaité faire un état des lieux sur la prostitution des mineurs en France. Vraiment, je ne vais parler que des mineurs. Donc mes collègues parleront après des majeurs. Moi, je vais vous faire vraiment ce focus sur la question des mineurs, puisqu'on voit là quelque chose qui prend une certaine ampleur, en tout cas aussi un changement dans ce type de prostitution. Vous montrer quand même qui nous a subventionnés, parce que c'est pas non plus anodin, notamment au niveau des ministères, puisque là on voit bien la nécessité d'avoir cette approche pluridisciplinaire, qu'on n'arrête pas de dire, mais qui là, concernant la prostitution des mineurs, est vraiment indispensable. Et on voit bien à quel point il a fallu solliciter et cette nécessité d'avoir aussi ces différents angles d'approche. Vous dire en termes de méthodologie, alors effectivement, comme le disait Mathilde, on a un site internet, alors en plus on a un futur site internet là dans les prochains jours, encore beaucoup mieux fait que ce premier. Vous avez toutes les informations. L'association qui s'appelait Centre de victimologie pour mineurs, qui aujourd'hui s'appelle Contre les violences sur mineurs, CVM. L'idée, c'est qu'on puisse vous transmettre des ressources numériques pédagogiques, donc vous trouverez plein d'informations, notamment sur la prostitution. Donc n'hésitez pas à regarder notre site. Et on a à la fois nos outils, mais aussi on essaye de pouvoir centraliser les outils des autres, notamment des autres associations et institutions. Là aussi, donc une approche pluridisciplinaire, Mathilde le disait, c'est à la fois sociologique, médico-légale et psychologique, puisque pour comprendre cette prostitution mineure, il a fallu effectivement, pour comprendre sa complexité, avoir ces différents types d'approches. Donc plusieurs portes d'entrée, alors notamment une revue de littérature, un recensement des outils, mais on a eu la chance de pouvoir travailler avec les services statistiques du ministère de l'Intérieur et de la Justice pour essayer de quantifier ça au niveau des données obtenues par police-justice. Entretien avec des professionnels, ma collègue sociologue effectivement a pas mal voyagé pour rencontrer des professionnels. Ma collègue médecin et moi-même, on a pu rencontrer des mineurs, moi dans le cadre psychologique avec des entretiens libres pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent en dire, mais aussi avec des entretiens avec des parents. Alors tout de suite je le dis, c'est un biais j'ai rencontré des parents qui sont là, qui sont présents, qui ne prostituent pas leur enfant. On en reparlera, mais de pouvoir avoir ces parents, ce petit pourcentage de parents qui tiennent bon et qui essayent de surmonter tout ça. Et on a eu aussi la possibilité d'accéder à des dossiers judiciarisés, de pouvoir là consulter tous ces dossiers et rechercher en termes justement proxénètes, clients et victimes, de voir un peu les parcours. Vous dire qu'on s'est baladé alors dans toute la France. Vous voyez que le centre, on n'était pas trop représenté, puisqu'en fait on dit recherche-action pluridisciplinaire de la prostitution des mineurs en France. On devrait dire juste dans certaines grandes métropoles. Même si on le verra, on retrouve de toute façon où qu'on soit, on retrouve. Mardi j'étais à Tours, on est sur les mêmes choses. Donc oui, on a vu des métropoles, on n'a pas investigué le centre de la France. L'idée c'était de pouvoir voir effectivement dans ces métropoles-là, au milieu justement citadin, ce qui se passait. On voit bien qu'au niveau rural, c'est pareil, vraiment pareil. Donc ce que je vais vous dire est certainement valable pour ce qui se passe chez vous. Et avec un focus sur la région Île-de-France. Tout de suite vous dire quoi? Vous dire de quoi on parle, parce que c'est pareil, on a pas mal de vocabulaire, mais qui des fois n'est pas utilisé à bon escient. Alors oui, vous dire qu'en termes de prostitution, on parle bien d'une relation sexuelle impliquant un contact physique. Quid de tout ce qui se passe sur les réseaux?
puisqu'on pourrait quand même dire qu'à partir du moment où on vend une photo, où on vend un contenu sexuel, un caractère sexuel, ça pourrait être quand même de la prostitution, en échange d'une contrepartie quelle qu'elle soit. Okay. Et on parle d'exploitation sexuelle, mais ça je vais y revenir, parce que là on a essayé de synthétiser un peu de comment on peut en parler. Alors en bas, on parle, là on a repris le vocabulaire des jeunes. Michetonnage, je travaille, escorte. Après, on a pris le langage qu'on peut retrouver dans la littérature. Chez nous, on parle de prostitution. On voit bien que dans d'autres pays, on va parler notamment de traite sexuelle domestique. Alors, il y a nos amis suédois, notamment enfants, adolescents vendant du sexe. Bon. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, même chez nous, on parle de la prostitution. Déjà, on devrait dire les prostitutions. Et en fait, pour être vraiment très juste, il faudrait qu'on parle d'exploitation sexuelle. Là aussi, changement d'approche, changement de perspective, surtout avec des jeunes que vous avez peut-être rencontrés qui vont vous dire, comme la campagne qui a été faite par le ministère, je gère, je suis volontaire, qui peut potentiellement, en plus on leur dit c'est de la prostitution, donc plus vieux métier du monde. Donc je travaille. Qui, du côté des professionnels, peut aussi être très stigmatisant, le terme prostitution. Bah oui, elle travaille, c'est son choix. Face en plus à l'horreur, on a nos propres mécanismes de défense. Donc on va pouvoir peut-être banaliser, on va pouvoir peut-être rejeter. Que si on parlait d'exploitation sexuelle, et vous le voyez bien, tout en haut, c'est la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Si on est dans ce vocabulaire-là, tout de suite on change de perspective. On est dans un système d'exploitation. Pour vous dire, on parle beaucoup depuis ce matin, et mes collègues parleront de la loi de 2016, alors concernant les mineurs, on est d'accord, c'est 2002, mineurs en danger. Même si elle vous dit qu'elle est consentante. Mineurs en danger, la loi dit bien, tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection d'un juge des enfants. Signalement. Et la notion de consentement. Ça étant dit, parlons un petit peu de prévalence, parce que c'est toujours pareil, cette fameuse quantification. Donc on a publié un article que vous allez retrouver sur cette prévalence-là. On s'est intéressé de faire une revue littérature, de voir ce qui se passait. Alors dans d'autres pays, bien évidemment, qui nous ressemblent un petit peu, clairement on n'a pas pris l'Afrique, mais on a essayé de voir les publications qui étaient au niveau des États-Unis, du Canada, la Suisse. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé sur une période de 10 ans, 11 études originales. 11. Au niveau Covid, on était à des milliers. Donc ça montre bien qu'aussi nos collègues, c'est un peu difficile. Ce qu'on retrouve au niveau de la vente de sexe, on est entre, alors il y a une étude qui dit 0,2, généralement c'est entre effectivement 3 à 5%. 3 à 5%, là ils sont sur des énormes effectifs de milliers de jeunes du tout venant. Donc 3 à 5% qui déclarent effectivement avoir échangé un acte sexuel contre rémunération. On est sur une population adolescente, jeune adulte. Il y a effectivement quelques études qui s'intéressent que aux adolescents, que aux mineurs, mais souvent ils prennent effectivement des jeunes adultes. Ce qui est très intéressant, c'est que sur ces 11 recherches, il y en a 7 qui montrent que la prévalence est plus importante chez les garçons. Je ne sais pas par chez vous, mais chez nous, puis ailleurs aussi, on a bien vu que c'était plus les filles. On en parlait ce matin. Ça interroge beaucoup. Alors on espère, vraiment on est sur le point d'y arriver, je suis très optimiste, on espère pouvoir faire cette enquête auprès de la population tout venante en France pour aussi avoir des données quantitatives et donc effectivement montrer que ça existe bien. Mais cette question de quid des garçons. Alors est-ce que c'est vraiment la partie totalement immergée de l'iceberg? Mais ça interroge. Donc ne les oublions pas. On dit bien, voilà, alors oui, les populations forcément plus à risque, fragilisées, on en reparlera, et ça se retrouve dans les statistiques concernant donc, la prévalence plus importante chez des jeunes qui s'interrogent sur leur genre, chez des adolescents dits vulnérables, donc notamment des enfants placés, fugueurs, et aussi incarcérés. Alors ils n'ont pas été incarcérés pour proxénétisme, c'est des jeunes qui ont été incarcérés pour des faits de délinquance, mais qui dans leur parcours ont été prostitués.
Vous dire que l'âge moyen, et ça se retrouve aussi dans les recherches, notamment de nos collègues associatifs, en France, on retrouve un âge moyen autour de 14-15 ans. Là aussi, en termes de fréquence de pratique, alors vous voyez, on est sur quand même des pourcentages qui varient d'une étude à l'autre, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder le pourcentage aussi de une reprise, c'est-à-dire de tous ceux qui vont nous échapper, c'est-à-dire ceux qui l'ont fait qu'une seule fois. Pour eux, c'est pas de la prostitution, mais ils ont quand même fait une seule fois. Et on a quand même, effectivement, après, alors de 6 à 52%, ça ne veut pas dire grand-chose, tout ça, mais à plus de 10 reprises. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 études qui s'intéressent à l'achat par des mineurs jeunes adultes. Parce que ça aussi, c'est important quand même. Notamment en matière de prévention et de messages qu'on va pouvoir donner. 2 à 3% de la population adolescente jeune adulte déclare avoir acheté un acte sexuel. Là aussi, par contre, ce qu'on retrouve de manière qui peut ne pas trop nous étonner, c'est que la prévalence est plus importante chez les garçons de cette question d'achat. Et une seule étude montre qu'ils l'ont fait à une seule reprise. Concernant la France, alors vous entendez peut-être souvent le fameux 7 à 10 000 mineurs prostitués en France. Ne gardez pas ce chiffre-là en tête. Ce chiffre n'est statistiquement absolument pas fiable. Il a été créé par une association et notamment pour essayer de sensibiliser d'un point de vue médiatique. C'était leur volonté de pouvoir dire « warning, warning, il y a des mineurs en France ». Clairement, il est sous-estimé. Si on s'en tient à la prévalence chez nos pays voisins, peut-être 5%, c'est pas 7 à 10 000 de nos jeunes. Ok ? Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de pouvoir voir déjà, puisque comme pour l'instant les portes ne s'ouvrent pas trop, parce que clairement c'est très compliqué d'aller questionner le tout venant, mais je vous le dis, on va y arriver. On a été voir donc d'un point de vue statistique au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Justice, de voir les affaires qui parvenaient auprès de ces services-là. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Alors, clairement déjà j'ai dit bien essayer, parce qu'en fait c'est d'une complexité sans nom. C'était très intéressant ce travail avec les collègues statisticiens. Déjà d'une pour la question de la qualification. Par exemple, une des grandes problématiques, c'est d'un point de vue statistique, ils ont effectivement l'onglet traite, mais qui englobe tout type de traite. Donc on ne peut pas extraire exclusivement la traite à des fins sexuelles. Ce qui fait clairement que là, on l'a mis de côté. Donc on n'a pas pris en compte ce phénomène-là, parce que par exemple, la traite concernant le travail, ça, nous, on s'en fiche. On ne voulait pas ça. Et il y a pas mal d'autres limites qui font que ça a été difficile, mais qui montrent bien aussi cette question, on disait, de l'opacité, du côté invisible. C'est que même d'un point de vue statistique, là, alors que ça parvient au service de police, donc on est sur la partie très émergée de l'iceberg, là, même ça, c'est difficilement palpable. Donc ce qu'on obtient, c'est qu'effectivement, quand même dire que ça a augmenté de 2016 à 2020, donc pour les affaires qui sont parvenues à nos collègues policiers et gendarmes, mais vous voyez, en 2020, moins de 250 affaires. C'est rien. Rien du tout. C'est pas du tout, en tout cas par rapport au retour de terrain qu'on a, c'est clairement pas la réalité. Mais c'est la réalité, en tout cas policière, et au niveau de la gendarmerie. Ce qui montre aussi la question du signalement. Et ça, avec la CRIP, on peut aussi en discuter. Ce qu'il faut comprendre, et tout à l'heure on disait en introduction concernant les adultes, concernant les mineurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prostitution, les prostitutions des mineurs, est une prostitution franco-française. Les mineurs sont de nationalité française. Les auteurs sont de nationalité française. Donc ça, c'est ça qui change. On est d'accord, la prostitution des mineurs a toujours existé. Par contre, ce qui change là, c'est que par exemple, à Paris, on avait les réseaux des Nigérianes, les réseaux des Marocains. Ça, c'est plus ça. Ce qui change d'ailleurs fondamentalement, on parlait de grands réseaux, là on est sur des micro réseaux extrêmement éphémères. Ce qui change aussi au niveau policier, gendarme, enfin toutes les techniques d'enquête, la réponse pénale qui ne peut pas être la même. Okay, donc 90% des mineurs victimes de prostitution sont de nationalité française. On retrouve la proportion un garçon pour 9 filles au niveau des situations connues. On retrouve le 14 à 17 ans et au niveau des garçons, là ils sont représentés à tous les âges. Ce que je vous disais aussi en introduction, donc 7% des mineurs victimes de prostitution l'ont été par un ou plusieurs membres de leur famille. 7% quand même. Okay, alors on est d'accord, c'est pas une journée très gaie. Mais on est ensemble.
Ok, on est tous dans la même galère, il faut se serrer les coudes, on va y arriver. Au niveau donc de mise en cause, je vous disais, donc principalement effectivement des hommes, jeunes adultes, là aussi de ma nationalité française. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est ce fameux quasi 30%, c'est que l'infraction, là pour pas vous emmêler, c'est que l'infraction principale, c'est-à-dire ce pourquoi les auteurs sont poursuivis, l'infraction principale, dans 30% quasiment des cas, ce n'est pas proxénétisme sur mineur ou recours à la prostitution, c'est pour une autre infraction. Ça veut dire que vraiment, c'est autour tout ça, c'est opaque, c'est flou. Ok ? Et la moitié des affaires rapportées est classée sans suite. Là aussi, à la justice, dites-vous bien, c'est pas parce que c'est classé sans suite que ça n'a pas eu lieu, mais que la justice n'est pas en mesure de pouvoir démontrer, prouver, et notamment incarcérer quelqu'un. Donc ça, c'était d'un point de vue statistique. Je rentre un petit peu plus maintenant sur le parcours des jeunes. La prostitution est la finalité d'un parcours traumatique. La prostitution des mineurs n'est pas le début de quelque chose. C'est vraiment une finalité, on le dit bien, d'un parcours traumatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des jeunes qui déjà ont été fragilisés par leur passé, par des événements passés. Donc c'est là où, en termes de facteurs, même de repérage, on le disait bien, la question du repérage, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut les repérer bien avant. Ça questionne aussi, bien évidemment, la réponse qu'on va leur donner face aux événements qu'ils ont pu vivre. Parcours de mineurs, donc différents événements, familles confrontées à des événements traumatiques qui, effectivement, du fait de leur disponibilité parentale, là, ça va être affaibli. Je vous disais, moi j'ai rencontré des parents top, clairement dans leur parcours, il ne semble pas qu'il y ait eu d'événements particuliers. Par contre, on voit bien que chez ces jeunes-là, il y a eu des événements qui n'étaient pas, par exemple, au sein de leur famille. Mais on va avoir tout le côté, on parlait des jeunes ASE, où clairement il y a eu déjà des problématiques dans les familles qui fragilisent. Scolarité, facteur là aussi, signe de repérage, scolarité, absentéisme, etc. Warning, warning, warning. Multitude d'événements potentiellement traumatiques, notamment une confrontation à une sexualité traumatique. La dernière fois, une jeune femme qui me dit oui, mon rapport sexuel, ça s'est bien passé, ok. Donc j'ai eu un rapport consenti, puis après il a ramené 20 de ses potes. Alors attends, je reprends. C'est-à-dire, ça s'est bien passé. Ce que là, vous êtes en train de me dire, ça s'appelle un viol collectif. Mineurs victimes, alors on aime beaucoup cette question de blessure, blessure émotionnelle et relationnelle, toujours pareil pour bien dire que d'un point de vue psychologique, c'est comme quand vous avez une blessure corporelle. Je dis souvent aux jeunes, voilà, je peux avoir ma fracture ouverte, ça va se voir. Alors, généralement, on va faire gaffe à pas trop toucher, parce que ça se voit et puis on se dit, oh, on doit avoir mal. Que même, d'ailleurs, je ne la touche pas, ça me fait mal. C'est pareil là-dedans. Blessure émotionnelle et relationnelle, c'est ouvert. Si on n'a pas traité tout ça, ça restera ouvert, ça cicatrisera pas. Et c'est là où ça va nous entraîner dans des conduites effectivement potentiellement problématiques. Et donc de pouvoir dire relationnel, c'est ça qui va nous mettre aussi, nous, en grande difficulté, parce qu'on a des troubles de l'attachement, en fait, en face. Donc toute la difficulté à garder le lien. Déjà, à construire un lien, à garder ce lien, puisqu'on va être potentiellement dans ces mécanismes aussi où la relation fait peur pour eux. Elle est dangereuse, potentiellement. Donc c'est ça qui va être très compliqué, de refaire confiance à l'être humain. Mauvaise santé mentale, symptômes psychotraumatiques dits complexes, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Difficultés relationnelles qui va les exposer à de plus grands risques, on va essayer de synthétiser ça. Ce qui est intéressant, c'est que ces difficultés sont souvent repérées. Parce qu'on a beaucoup, notamment dans nos dossiers judiciarisés, des jeunes qui étaient déjà suivis, on le disait bien, ASE. Donc il y a déjà des repérages de ces situations-là, de ces fragilités-là. Et peut-être c'est là aussi où nos réponses ne sont pas certainement satisfaisantes. Et on va le voir, le rôle de la fugue, facteur, critère majeur, signe d'alerte majeur, sur la question de la fugue, qui questionne toujours sur les fameux protocoles de retour de fugue. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui ont fugué? Est-ce qu'on pourrait un peu s'intéresser à eux, de ce qui s'est passé pendant la fugue. Donc on a essayé de synthétiser, là aussi, alors avec tous les limites que ça comporte, synthétiser forcément est restrictif. Donc vous voyez bien cette question de facteurs antérieurs, de vulnérabilité, ce cumul d'événements qui va effectivement les rendre plus fragiles et qui va potentiellement les amener à adopter des conduites à risque telles que la fugue. Mais on se retrouve là à une exposition bien évidemment à un plus grand nombre de risques dans un contexte de fragilité psychologique.
L'entrée dans ce parcours-là, c'est favorisé par quoi? On disait bien les fugues. Et ce qui est très important aussi, c'est les rencontres avec la mauvaise personne, les mauvaises personnes. Potentiellement le futur proxénète. Très peu se prostituent seuls. À un moment donné, il va y avoir proxénète. Proxénète qui peut être le petit ami, qui peut être la copine. Okay, et ça se retrouve dans la littérature internationale. Le fait que un des signes d'alerte aussi, c'est par exemple d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un de plus âgé. On retrouve une corrélation potentiellement au fait qu'après, effectivement, il va devenir proxénète. L'exposition de la vie sur les réseaux sociaux numériques, alors c'est vrai qu'on questionne beaucoup ce fait que voilà, la société actuelle, c'est quoi? C'est Internet, c'est les influenceurs, c'est tout ce qui se passe sur les trucs là de télé-réalité, merci. Oui, c'est effectivement, c'est la réalité. Alors, le lien, clairement, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de statistiques pour faire un lien, mais la pornographie, bien évidemment, enfin, toutes ces questions-là. Mais là aussi, lien de cause à effet, on ne sait pas. Facilité de mise en relation avec des personnes inconnues, ça a été aussi, on a beaucoup retrouvé ça dans les dossiers, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça va très vite. Déjà, ça va très vite de rencontrer quelqu'un, et ça va très vite à ce que ce quelqu'un nous prostitue. Ça, on a été très surpris de pouvoir voir, de dire, bah voilà, j'ai rencontré un mec sur Internet, je l'ai vu le soir, le lendemain, j'étais déjà sur les réseaux, les réseaux spécialisés là, qui mettent en lien. Le rapport à l'argent. Là aussi, hein, les jeunes parlent beaucoup d'argent facile. Non, clairement, c'est pas facile, c'est l'argent rapide. Même CSP+, c'est la question de l'autonomisation et de l'indépendance. Temporalité variable, vous le verrez dans le rapport, on a aussi des mobilités variables. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'alors notre façon de penser départementale, sectorisée, eux, ils nous disent un gros... Hein. C'est-à-dire que ça, il faut arrêter de penser comme ça parce qu'on se retrouve avec des jeunes qui vont être ici pendant 2 jours, demain vont être à Marseille, la semaine prochaine seront à Lille. Ils voyagent, tant du point de vue de la mobilité des victimes, tant de la point de vue de la mobilité des proxénètes. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire que là, on va avoir des choses qui, vraiment, on va un peu partout, quoi. Et ce qu'il faut bien aussi comprendre sur la question de l'argent, souvent il y a ce deal, au début il y a un contrat tacite, ou même explicite qui est dit, 40-60, etc., on se partage les gains. Clairement, très vite, ça disparaît. Le proxénète prend l'argent. Donc elles n'ont plus rien. Là aussi, de vous montrer alors cette question là, je vous ai fait une petite revue de littérature, mais pour bien comprendre ça, ces liens, et on voit dans les articles scientifiques, ce lien entre fugue, trauma infantile et prostitution. Alors vous voyez que ce ne sera pas le même vocabulaire parce que c'est le vocabulaire anglo-saxon. Multifacteurs de risque au niveau individuel, familial, extrafamilial, qui semblent augmenter le risque de ESC. Il parle d'exploitation sexuelle, commerciale, chez les jeunes. Notamment le fait, effectivement, on retrouve bien cette corrélation, le fait d'avoir effectivement été plus sujet à fuguer, qui va effectivement potentiellement plus se retrouver chez des jeunes qui se prostituent, et le fameux petit ami plus âgé. Donc là, vraiment, quand on vous dit warning, 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 faut questionner. Ok. Avant ça. Notre recherche action. Donc l'objectif, c'était de pouvoir effectivement donner des données scientifiques, mais aussi de pouvoir agir. Donc on a créé des ressources. On l'a appelé modestement une mallette pédagogique d'information et de sensibilisation sur la prostitution des mineurs. Vous verrez, il y a des petits tutoriels, il y a des petits flyers. Tout ça, c'est téléchargeable gratuitement. Je vais vous en montrer un. Je ne pense pas que j'aurai le temps de montrer les autres, donc vraiment n'hésitez pas à aller les regarder. Justement là, les fameux signaux d'alerte. Ces petits tutos s'adressent principalement aux professionnels, aussi aux parents, mais surtout aux professionnels, pour essayer de rassurer aussi et de renforcer bien évidemment les compétences de tout le monde. Quels signes doivent alerter sur une situation de prostitution d'un mineur? La prostitution des mineurs est une violence sexuelle. Comme toute violence sexuelle, elle est rarement révélée par les enfants et les adolescents qui la subissent.
Honte, culpabilité, dégoût, peur et bien d'autres sentiments peuvent les empêcher de se confier. Certains mineurs n'ont pas conscience ou ne reconnaissent pas qu'ils sont victimes de prostitution. Pour bien repérer ces situations, il est donc nécessaire de connaître les signaux d'alerte. Fugue répétée, usage intensif des moyens de communication et des réseaux sociaux, changement de comportement, possession de sommes d'argent inexpliquées, addiction, traumatisme physique, demande de dépistage d'IST ou d'IVG, hygiène inhabituelle, rapport au corps inadapté, possession de vêtements de rechange, difficultés et ou absentéisme scolaire, actes auto-agressifs doivent alerter le professionnel et l'entourage du mineur, surtout s'ils se conjuguent. D'autres signes doivent attirer l'attention, les facteurs de vulnérabilité antérieure. Des expériences de victimation, un environnement familial dysfonctionnel, des comportements sexuels à risque, une santé mentale fragilisée, des prises de toxiques, des difficultés relationnelles marquent souvent le parcours des mineurs victimes de prostitution. Tous ces signes nécessitent d'être explorés. Face à ces situations, ne restez pas seul. Parents, proches, vous pouvez en parler à un ami, à une personne en qui vous avez confiance. Professionnels, vous pouvez en parler à un collègue, à votre équipe. Vous pouvez aussi contacter le 119, l'unité d'accueil pédiatrique enfants sans danger ou l'unité médico-judiciaire de votre département, les urgences pédiatriques, les services de soins pour adolescents, la cellule de recueil, d'évaluation et de traitement des informations préoccupantes de votre département, des associations spécialisées. Enfin, des outils sont là pour vous aider et vous guider. Merci et à bientôt. Donc vous voyez, ce sont des petits films qui reprennent, alors on a essayé, c'est dur, mais de lister un peu les choses, mais là aussi pour qu'on ait des signaux d'alerte. On est d'accord qu'il y a certains signes, ça ne va pas forcément être signe de prostitution, par contre devant tout signe de souffrance, tout signe de comportement là qui est inadapté chez le jeune, il faut se poser des questions, et l'objectif c'est d'avoir, en termes de diagnostic différentiel, d'hypothèse clinique, la prostitution en tête. Okay, sur les motivations, parce que c'est pareil, c'est toujours d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que, et je dis, et là volontairement je dis les motivations à se prostituer. Puisqu'on si on reste du côté des jeunes, on a pour la plupart cette question de je veux le faire. Ce qui est amené, là on reprend nos collègues du Nord qui ont réalisé une enquête, et notamment sur ce qu'on retrouve dans leur enquête auprès des jeunes, sentiment de contrôle, de reprendre le contrôle de sa vie, 25%. Sentiment d'être considéré comme un adulte, 12,5%. Sentiment d'appartenance à un groupe, quasi 20%, répondre à ses besoins d'affection et d'attention, on en reparlera, 26%, et l'autonomie financière, 82%. Donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête. Moi, je vais vous faire un petit focus sur une autre partie, notamment cette question des raisons émotionnelles. Ça, c'est nos amis suédois, là aussi, qui ont publié, qui ont retrouvé 3 groupes d'adolescents, et notamment le plus grand groupe, c'est les raisons émotionnelles, qui rejoint d'ailleurs un peu l'ODPE, du Nord. Notamment avec le fait qu'on retrouve dans ces raisons émotionnelles le fait que ce sont des jeunes qui ont vécu des événements traumatiques antérieurs et notamment des violences sexuelles. On retrouve la quête affective et la régulation émotionnelle via l'automutilation. Je vais vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment intéressant cette question d'automutilation. Dans le deuxième groupe, on a les raisons matérielles financières, donc on parlait de précarité aussi, on va avoir bien évidemment des jeunes qui vont le faire parce qu'ils sont obligés de le faire pour manger. Et un faible groupe des raisons liées au plaisir. Là, on retrouve plus la question des garçons hétérosexuels, qui d'ailleurs ne demandent pas forcément d'argent. Mais un très faible pourcentage. Pour revenir sur cette question d'automutilation, là aussi une revue littérature que je trouve vraiment assez intéressante. Je mets tout. Là aussi, on retrouve de manière statistique un lien
et notamment dans ce qui est déclaré par les jeunes, du fait d'autodéclarer justement se prostituer comme une conduite automutilatoire pour se faire du mal. Notamment avec le fait qu'il y a eu effectivement des événements traumatiques antérieurs et des violences sexuelles comme le viol. Une définition, quand on a l'habitude de rechercher des relations sexuelles impliquant des préjudices psychologiques ou physiques à soi-même, et c'est là où on va avoir toute cette question de motivation. Réguler la régulation des affects, la question des symptômes notamment psychotraumatiques. Vous avez peut-être entendu parler de dissociation, par exemple, dont on parle de plus en plus. Cette question de pouvoir, quand on dit réguler les affects, c'est tellement insupportable ce qu'on a déjà vécu, que le cerveau met en place des stratégies de défense, mais que des fois ça ne suffit pas, et notamment ce qu'on va potentiellement chercher, c'est cette fameuse anesthésie émotionnelle qui soulage, qui fait du bien, mais pour aller s'anesthésier, il va falloir aller sur des choses très choquantes, dures. Okay. Donc c'est là où on va avoir des conduites à risque, plus. Donc des fois, au lieu de me scarifier, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en jeu mon corps, autrement que dans la scarification, mais notamment dans la question sexuelle, des violences sexuelles. Ce qui est intéressant en termes aussi d'autopunition, qui va un peu avec la vérification de l'estime de soi négative, c'est-à-dire que quand vous avez grandi et qu'on vous a dit grosso modo que vous ne valez rien toute votre vie, que vous ne servez à rien d'autre, voire potentiellement que vous ne servez à rien d'autre que satisfaire le besoin d'autrui, bah, paradoxalement, vous allez chercher à confirmer cette hypothèse. C'est que des attitudes paradoxales, hein, on est d'accord pour vous dire, mais attends, non, bah, justement, essayez de renforcer positivement les choses, dans un autre sens, et en fait, on se retrouve là dans des attitudes très paradoxales qui renforcent la mise en danger, qui revictimisent ces jeunes-là. Donc aussi, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller sur cette question de conduite automutilatoire, parce que là, on n'est bien pas du tout sur le « je gère ». Non, ma cocotte, en fait, j'entends quand tu me dis ça, parce que tu veux reprendre le contrôle de ta vie, mais en fait, tu gères rien du tout, tu es en souffrance. Ok ? Vous dire sur la question de la prostitution, des conduites en tout cas, et des pratiques qu'on a pu voir, là aussi, alors vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce caractère protéiforme, les prostitutions. Il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas un seul schéma. C'est ça qui nous met aussi en grande difficulté. Hein. S'il y avait un seul schéma, ce serait peut-être plus simple de pouvoir répondre de telle manière. Là, non. Il faut faire de l'individuel. Déjà, de manière générale, il faut faire de l'individuel, mais alors là, encore plus de l'individuel. Ce qu'on retrouve, c'est vraiment cette question de mise en contact avec les clients et les proxénètes. C'est très varié. C'est très varié en termes de lieux de prostitution, bien évidemment. Airbnb, hôtel. On n'est plus sur la prostitution de rue, hein, ça faut, enfin, en tout cas du côté des mineurs, il faut oublier. Durée de prostitution, fréquence des actes, là on a des scénarios très variables. Le type d'acte aussi. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'un acte qui a risque sera payé plus cher. Vous ne mettez pas de capote, ce sera payé plus cher. Et les vierges, ce sera payé plus cher. Qui expose bien évidemment à plus de risques après. Et des modes de révélation, les jeunes aussi, là, sont dans il y a des parcours de révélation très différents. Les violences associées à la prostitution, parce que, bon, déjà la prostitution est une violence assez importante. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ces jeunes sont exposés à d'autres types de violences. Notamment des violences physiques, psychologiques. Et alors, dans nos dossiers judiciaires, on n'a pas retrouvé des violences de la part des clients, mais par contre, les violences sont commises par les proxénètes, dans les dossiers qu'on a pu avoir. Proxénètes, parce qu'on revient à ce qu'on disait aussi en introduction, cette question de menace, de terreur, de maintenir l'autre, bien évidemment, sous sa domination. Donc on a des choses, et on verra du côté des jeunes aussi, ce qui les empêche de sortir de la prostitution, c'est qu'ils ont peur pour eux, et notamment pour leur famille, puisqu'il y a eu des menaces. Et puis c'est des personnes qui mettent bien en œuvre, qui sont assez théâtrales quand même, hein, qui nous montrent bien que ça peut se faire avec des pistolets, tout ça. Enfin, donc on a ce genre de choses-là. Donc vraiment d'avoir en tête qu'il y a cette question de soumission par la terreur. Okay. Alors, pour ne pas aller dans le bon sens non plus, les situations qui nous parviennent en ce moment... parce qu'on est toujours en lien bien évidemment avec les collègues du territoire, montre que le niveau de violence augmente. On se retrouve avec des actes de torture et de barbarie en ce moment. Donc vraiment qui inquiète sur la question de... Voilà, on verra en termes de conséquences sur la déshumanisation totale de ces jeunes.
Donc, conséquence, oui, la santé, vous l'avez compris. Violence physique, ça entraîne bien évidemment des lésions traumatiques, des blessures physiques, ecchymoses, hématomes, brûlures, on peut avoir de tout. Bien évidemment, là, assez simplement, les IST et les grossesses non désirées. Ce qui est intéressant, c'est sur la prise de toxiques. Il y a tout aussi un parcours addictologie à avoir, bien évidemment. Le fou de la poule, ça, généralement, on n'en sait rien. Est-ce que la prise de toxiques était antérieure aux pratiques prostitutionnelles? Ce qu'il faut entendre, c'est que de toute façon, bien souvent, dans la grande partie des cas, il va y avoir prise de toxiques. Et le jeune dit bien aussi, parfois, que cette prise de toxiques est indispensable pour pouvoir pratiquer. C'est anesthésie quand même. Donc je gère. Bon. Dégradation de l'hygiène de vie, et ça on le verra sur ici la question du parcours de sortie, enfin comment on en sort. C'est ça qui est compliqué, c'est que je me souviens d'une maman qui me disait bien, mais enfin, comment on peut lui dire aujourd'hui de rester 8 heures derrière un siège à l'école alors qu'elle a voyagé dans toute la France, qu'elle vivait la nuit, qu'il mangeait à n'importe quelle heure, qu'elle avait du fric à gogo. Enfin, c'est un décalage total. C'est là où nos prises en charge doivent vraiment réfléchir à ça. C'est-à-dire, je parle beaucoup tout à l'heure de déshumanisation. On a ce côté où vraiment l'objectif et ce qui est perçu, c'est qu'elles ne font plus et ils ne font plus partie de la communauté humaine. Donc notre job, ça va être de les ramener dans cette communauté humaine, de les ramener dans l'humanisation. Ce sont des êtres humains. On leur a dit que ce n'était pas le cas. Et toutes les pratiques ont montré que ce n'était pas le cas. Donc la réparation de la relation humaine. Bon courage. Mais on va y arriver. Au niveau psychologique, bien évidemment, un sentiment de dégoût, de honte. Alors moi, j'adore quand il y a la honte. Ça montre que justement, on est encore un peu dans la communauté humaine. Le regard de l'autre, c'est important. Scarification, idée suicidaire, perte de confiance en soi, en l'autre, changement dans leur rapport au corps, dans leur perception d'eux-mêmes, sentiment d'étrangeté. Ce corps-là, il ne m'appartient plus, je ne sais pas trop. Et c'est là où vous verrez, moi je suis toujours assez, comment dire, surprise, je ne sais pas comment dire, mais de cette question de quand vous parlez prostitution avec un jeune, il ne se passe rien, quoi. Par contre, vous allez sur ce qui fait souffrir. Ah bah oui, avec mon frère et mes parents, ça va pas, ça pleure. Ah, de l'émotion. De l'émotion, il y en a, super. Mais c'est pour ça aussi que peut-être en termes de prise en charge, on ne va pas aller sur la question prostitutionnelle. Là, souvent les professionnels disent bien, bah oui, mais puis ça fait peur quand même, prostitution, on est sur du truc extrême, là, c'est dur, tout ça, donc faut qu'on apprenne nous aussi à gérer ça, il va falloir survivre à ça nous aussi. Et ce qui est important, c'est peut-être justement de pouvoir se dire et de ne pas oublier que ce sont des ados en souffrance. Ça, généralement, on sait faire. Ce sont des ados en souffrance, donc il faut aller de là où ils souffrent. Et peut-être que la prostitution, on en parlera, non, parce que c'est pas ça l'urgence. En tout cas, d'un point de vue psychique, de leur côté. Sentiment d'insécurité permanent, oui. Ça, c'est ce que je vous disais, les menaces, c'est réel. C'est pas que là-dedans. Oui, ce que j'ai vécu, bien évidemment, je vais me sentir en insécurité, mais en plus, la réalité fait que vraiment, il y a des raisons d'être dans l'insécurité. Je me souviens d'un parent qui disait un jour... on a quand même un client qui s'est pointé chez nous, quoi. Ok, donc très difficile. Donc là aussi, on a essayé de resynthétiser, donc on a le même schéma que tout à l'heure. On a ajouté réseaux sociaux numériques, mauvaise rencontre, relation à l'argent, et prostitution, confrontation au trauma extrême avec des symptômes, ce qu'on appelle dans notre jargon, symptômes psychotraumatiques dits complexes et troubles de l'attachement. Ça va avec le complexe, mais c'est pour bien comprendre cette question relationnelle qui est cruciale, essentielle. Donc c'est la question du rapport à soi et aux autres. Comment je me représente les autres, comment je me représente moi-même, comment je me positionne dans la relation à l'autre et avec moi-même. Okay. Ce qui a été intéressant, donc, c'est aussi pouvoir écouter les parents. Alors, biais majeur, ce sont des parents qui tiennent bon, qui sont là, voire qui sont toujours en couple. Voilà, c'est la partie infime, là. Ce qui est vraiment intéressant chez ces parents-là qui tiennent bon, c'est de pouvoir entendre ce à quoi ils sont aussi soumis. C'est notamment le fait de pouvoir être témoins des violences faites sur leur enfant, notamment par le fait qu'ils deviennent des enquêteurs. On le verra face à l'inertie de nos systèmes, judiciaires, policiers, médico-social, sanitaires, etc. Bon, tout. C'est qu'à un moment donné, en fait, il faut qu'ils sortent aussi de leur passivité. Donc ils vont devenir acteurs, actifs, et donc ils vont enquêter. Et cette maman qui me dit, ouais, en fait, j'ai vu la vidéo du viol de ma fille.
Donc on est là aussi sur des gens qui sont extrêmement traumatisés, qui sont seuls en plus. Okay. Fluctuation majeure dans le lien à l'enfant, c'est aussi ça qu'il faut entendre, c'est que ce sont, et ça professionnel c'est pareil, c'est que ce sont des jeunes qui, par exemple, on n'a pas de nouvelles depuis 3 mois, qui à 3h du mat vont vous envoyer un texto je suis en danger, viens me chercher, le fameux papa vient me chercher, le bouquin. Le papa qui y va, qui ramène sa fille, puis dans la journée elle est déjà partie. Ou une maman qui dit bien, bah voilà, j'ai eu un message vocal en pleurs de sa fille qui dit je vais mourir, depuis plus de nouvelles. Cette maman qui dit bien, c'est une mort psychique lente. Je sais qu'un jour je vais la retrouver morte. Ça c'est difficile. Ça c'est vraiment, enfin vous le dites bien, enfin vous doutez bien de ce que je vous dis, c'est de l'extrême. On va retrouver ça chez les professionnels, c'est exactement pareil dans la prise en charge. Et sentiment de ne pas être toujours soutenu par l'ensemble des professionnels. Et là aussi, un mécanisme de défense, ce papa qui me dit, bah oui, le gendarme, comme j'allais le voir, il était hyper dispo, présent, etc. Au bout de la 50e fugue, le gendarme n'était plus dispo, quoi. Mécanisme aussi face à l'impuissance, face à l'usure, on en reparlera, je ne sais plus si je l'ai mis là, mais c'est de l'usure émotionnelle. Et à un moment donné, il faut bien qu'on se défende de ça. Donc oui, le gendarme, il va rejeter. Bah ouais, je comprends. Alors, il ne faudrait pas, hein, on est d'accord. Mais ce qui fait qu'effectivement, ils ont une perte d'espoir dans le système de protection de l'enfance, ça c'est un peu dommage. La recherche, on a bien vu, hein, que ce soit d'ailleurs les parents et les professionnels, ma collègue sociologue, je l'avais souvent en supervision, parce qu'elle me dit, non mais je ne pensais pas, mais en fait, les professionnels vont mal, elle a eu énormément d'agressivité. À quoi ça sert votre recherche? Ça sert à rien. Ou des professionnels en pleurs, en disant je ne sais plus quoi faire là. On verra sur la question professionnelle. Donc sentiment d'usure et d'épuisement physique et psychologique, il faut les penser comme co-victimes de ces actes. Alors pas pour ceux qui sont auteurs. Hein. On est d'accord. Là je parle de ce pourcentage, peut-être même faible, mais qui est des parents qui tiennent, il va falloir effectivement les soutenir eux aussi. Pour les professionnels que nous sommes, on a essayé de schématiser, alors oui, gros manque de moyens, alors bon, rien de neuf sous le soleil, mais ce que ça entraîne, c'est quoi? C'est en termes de surcharge de travail, de sous-effectifs constants, de difficultés d'accès à l'information, d'absence d'outils de réponse. C'est qu'on va avoir un manque de temps d'échange entre les professionnels, l'absence de cellules de soutien. C'est ces deux choses-là, la principale problématique, c'est-à-dire la limitation en termes de repérage de ces situations et surtout les difficultés à réaliser un accompagnement individualisé. Ce qui est compliqué, c'est là où ça touche comme le parent, hein, dans son rôle protecteur. Nous, en tant que professionnels, on est censé être dans la protection. Tous ces professionnels de l'ASE qui disent bien, on ne sait pas quoi faire de ce jeune parce qu'on ne sait pas où le placer. Parce que si on le place dans tel endroit, il va être recruté. Donc c'est là où on touche le sentiment de défaut de protection, donc on touche à l'identité professionnelle. Alors, c'est quand même compliqué en tant que professionnel de se dire qu'on échoue dans ce... Et c'est pas que nous, hein, c'est le système. Hein. Donc souffrance des professionnels, vous en doutez, au-delà de ça, ils vivent cette confrontation à l'extrême. Okay. Et il y a cette fluctuation qui est de la même chose. Donc on retrouve des sentiments similaires que ce soit du côté parent et professionnel, avec les mêmes mécanismes de défense sur la tentative de mise à distance, hein, qui peut aller jusqu'au rejet, qu'il faut entendre. Alors, moi, ce que je trouve, et pour avoir une note très optimiste, parce que je suis une nana très optimiste, et il faut en avoir vu la problématique, ce que je trouve vraiment hyper intéressant chez ces jeunes-là, mais comme l'adolescence, le phénomène adolescence même, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire faire là? Ils sont en train de nous réunir. On parle en protection de l'enfance de se parler. On parle de se connaître. Ça fait moins des années que je l'entends, ça. Sauf que là, c'est la première fois qu'on voit émerger réellement les groupes de travail, il y en a partout. Et le groupe de travail, il y a qui? Il y a justice, il y a police, il y a secteur sanitaire, il y a le social, il y a le département, il y a tout le monde. C'est quand même des groupes de travail extrêmement riches. Et donc, ils arrivent à nous faire faire ça. C'est génial. Il faut voir l'aspect positif. Et ce qui va empêcher peut-être effectivement, et ce qui va maintenir le fait que ces jeunes-là soient dans ces pratiques-là, ce qu'il faut entendre, c'est que même ces parcours-là, on est sur du très 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 long terme. Donc nos manières aussi, par exemple petit séance chez le psy. Ce qu'il va falloir nous, c'est que là on va essayer dans un premier temps l'urgence, alors potentiellement la mise à l'abri immédiate. On va voir les structures qui vont pouvoir potentiellement émerger là suite à l'appel à projet.
Mais surtout qu'on va essayer, l'objectif, ça va être juste de créer du lien, qu'ils sachent qu'on est là et qu'on sera toujours là. Toujours. Mais ça oblige à penser différemment nos prises en charge, puisque c'est à très long terme, et notamment les jeunes que j'ai pu entendre, notamment une qui, ça faisait 1 an qu'elle dit en tout cas ne plus avoir été dans ces pratiques-là, mais elle me dit bien, avec un grand sourire, je ne sais pas si je ne vais pas y retourner. Là aussi, on parle de mécanismes d'emprise, on a parlé des violences conjugales, on retrouve plein de choses comme ça. C'est très difficile, c'est un travail de longue haleine. Donc il faut qu'on tienne bon tous ensemble. Au sens winnicotien, tenir bon, être là. Okay. Donc qu'est-ce qui va être aussi difficile? Bah oui, la prise de toxiques, on est dans de manière assez simple, la question de la dictologie, et le fait que de toute façon, c'est aussi comme ça qu'en fait je suis rémunérée. C'est que j'ai ma dose parce que je pratique. Les revendications des activités prostitutionnelles, c'est je gère, je ne veux pas d'aide, et notamment donc, le refus des aides proposées, la contrainte des proxénètes, on le disait bien, ce système-là, avec cette question de menace et le rapport à l'argent, qui vont être effectivement des freins majeurs qu'il va falloir travailler pour qu'à un moment donné, on puisse effectivement accéder à cette sortie de ces actes-là. Et de revenir dans un parcours d'humanisation. Donc je vais finir, peut-être, je suis dans le timing, ouais ça va. Donc vous pouvez retrouver tous les outils, et notamment là c'est un petit tutoriel qui explique, ça fait partie de la série sur les violences sexuelles qu'on a réalisée. C'est quoi un viol, c'est quoi l'inceste, c'est quoi la pédopornographie, c'est quoi la prostitution des mineurs. Si j'ai le temps, on verra si je vous le montre. On a un petit flyer là aussi téléchargeable pour les professionnels. Vous voyez bien, vous n'êtes pas seuls, on est ensemble, tous dans la même galère. Et qui montre bien l'objectif, c'est de pouvoir avoir les facteurs, c'est le même petit tuto que je vous ai montré tout à l'heure, les signes de repérage, la protection, qu'est-ce qu'il faut faire, signalement procureur de la République s'il vous plaît, et l'orientation bien évidemment vers les structures d'aide. Ce qu'on a également réalisé, c'est une trame d'entretien, il y a un petit tuto qui l'aborde aussi. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les professionnels sont assez inhibés parfois en fait. Ils se doutent, notamment pour travailler aussi avec la CRIP, qui dit bien que dans les écrits qu'on a, on sent qu'il y a un truc, mais le professionnel, il ne le dit pas. Parce qu'en fait, on n'a que des suspicions. Puisqu'en plus, on a un jeune, même quand on lui pose la question, qui veut dire non, ça ne concerne pas en plus. Donc on n'a que des suspicions. Donc là, l'objectif, c'était aussi de pouvoir renforcer les compétences des professionnels qu'on a déjà, enfin que vous avez déjà, mais de pouvoir dire, de respecter un peu le cadre en tout cas, et d'avoir des idées, notamment, alors un schéma, on a travaillé ça aussi avec des médecins qui sont très schéma décisionnels, de qu'est-ce qu'on peut faire si le jeune maintient qu'il ne se prostitue pas, ou s'il révèle, etc. Donc pour aider dans l'attitude professionnelle. Vous avez une chaîne YouTube, parce qu'on est vachement à la page, et vous allez retrouver donc notre série de tutoriels, c'est ceux en haut, comment répondre, quelle est la différence quand même entre la CRIP et le parquet, ça c'était important pour nous de le dire, que faire face à une situation, comment aborder, et vous retrouvez après tous nos autres tutos si cela vous intéresse. Est-ce que j'ai 2 petites minutes à la rigueur, ça vous dit de regarder le tuto c'est quoi la prostitution? Vous préférez sur quoi faire, tout ça, je sais pas. On fait c'est quoi la prostitution? Puis c'est un petit tuto, c'est sympa quoi, enfin on va souffler un peu. C'est quoi la prostitution des mineurs? Échanger un acte de nature sexuelle contre une rémunération ou une promesse de rémunération, quelle qu'elle soit, est de la prostitution. Cet échange peut être ponctuel, occasionnel ou régulier. Lorsque la personne à qui on demande de réaliser un acte de nature sexuelle est un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans, on parle de prostitution de mineurs ou encore d'exploitation sexuelle de mineurs. En France, la prostitution des mineurs est interdite. Une personne qui sollicite ou qui accepte un acte de nature sexuelle d'un enfant ou d'un adolescent de moins de 18 ans contre une rémunération est poursuivie et punie par la loi. Inciter, aider, assister un mineur à se prostituer ou encore récupérer l'argent de l'acte sexuel est également condamné par la loi. Cela s'appelle du proxénétisme et les proxénètes risquent de lourdes peines de prison et une amende importante. Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est en danger et est considéré comme victime de ces actes. Les filles et les garçons peuvent être concernés.
Ils sont parfois très jeunes et issus de tous milieux sociaux et géographiques. Certains mineurs disent être d'accord pour réaliser ces actes sexuels et n'ont pas conscience ou ne reconnaissent pas être victimes de prostitution. Ils disent être consentants. Cependant, la loi française exclut formellement qu'un mineur puisse donner son consentement dans ces situations. Il s'agit bien de violences sexuelles. Même si les victimes disent souvent que les proxénètes sont gentils avec elles, très vite, un rapport de domination et d'emprise s'installe avec des violences physiques, sexuelles et psychologiques, des menaces et du chantage. Le plus souvent, les victimes ne récupèrent pas l'argent des clients, confisqué par le ou les proxénètes. La prostitution peut entraîner des conséquences sur la santé physique et psychique à court, moyen ou long terme. Il peut y avoir des risques de maladies sexuellement transmissibles et ou de grossesse. Au niveau psychologique, on peut avoir peur, se sentir triste, sale, dégoûtant, honteux, coupable, avoir envie de mourir. On peut avoir des problèmes pour dormir, manger, travailler, se mettre en colère sans trop savoir pourquoi. Souvent, on se sent très seul. Si tu te prostitues ou si tu as connaissance qu'un mineur se prostitue ou s'est prostitué, le mieux, c'est d'en parler à une personne en qui tu as confiance. Elle pourra t'aider pour savoir quoi faire. Tu peux aussi contacter le 119. C'est un numéro gratuit et confidentiel. Les personnes au téléphone sont habituées à ces situations et peuvent répondre à tes questions. Tu peux aussi aller au commissariat de police ou en gendarmerie. Une de leurs missions est d'entendre toute personne et de protéger les victimes. Parce qu'en parler, c'est le meilleur moyen pour que ça s'arrête et être aidé. Voilà. Donc ça reprend un peu les grandes idées que je vous ai dit. Là, alors clairement, ce tutoriel-là s'adresse aux adultes, lycéens à la rigueur pour les mineurs, collège un peu, c'est pas très adapté. Donc voilà, si ça vous intéresse, faut pas hésiter à regarder notre site. Vous avez donc le rapport de la recherche-action avec toutes les données, vous les avez disponibles. Vous avez tous les autres rapports aussi des collègues, notamment des collègues institutionnels et associatifs qui ont été faits en France. Et on a organisé un colloque au ministère de la Santé l'été dernier qui est aussi disponible en podcast. Je vous remercie beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions. Parce que je crois qu'on est dans le timing et qu'on peut avoir des questions. Merci Madame Dupont pour cette belle intervention. Alors, on va vous rappeler, vous avez la possibilité de poser vos questions par SMS sur le numéro de téléphone qui était affiché avant l'intervention et qui est affiché sur les côtés, vous voyez, sur les murs. Il y a pas mal de petites affiches. Donc, pour faciliter, vous pouvez poser vos questions par téléphone. Mais n'hésitez pas aussi à être dans l'humain. Donc, vous pouvez poser directement les questions. On peut circuler avec le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Sur ce dernier tuto, on entend « tu peux aller en parler, tu peux aller à la police ». L'adolescent, par exemple, il va pouvoir nous dire « tu peux », il n'y aura rien derrière, alors que si on lui dit « tu dois », si tu as des signes, peut-être qu'il va penser qu'il aura plus d'aide. Oui ou non? Clairement, quand on dit à un ado « tu dois », je suis pas sûre de l'efficacité de « tu dois ». Surtout avec des jeunes comme ça qui vraiment nous disent « mais vous savez pas ». Donc en fait, le « tu dois », c'est bien gentil, mais non. Et ils nous disent ça par leur comportement, donc essayez, mais je ne suis pas du tout garantie de cette approche-là. Le tu peux, en fait, c'est là où quand on dit, en termes d'approche, il va falloir vraiment qu'on ait une souplesse remarquable dans ce qu'on va pouvoir entendre, accepter. On a beaucoup travaillé avec un endroit qui reçoit des jeunes, vous en avez peut-être entendu parler, à Mulhouse, qui s'appelle Le Lieu, qui reçoit des mineurs victimes de prostitution.
Leur approche est, je trouve, extrêmement intéressante, mais d'un point de vue éthique, ils en parlent tous les jours. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on accepte aussi de ces jeunes-là, puisqu'on leur laisse reprendre le contrôle aussi sur leur vie, mais ça veut dire que potentiellement, oui, ce soir, il va partir. Mais ça veut dire que demain, il va pouvoir revenir. Le « tu peux », il est vraiment important dans vraiment la souplesse et le fait qu'on leur dise... Enfin, je suis psy et moi, mon maître, c'est pas Freud, c'est Roger. Je sais pas si vous connaissez, si vous n'avez pas lu Roger, lisez Roger. L'acceptation inconditionnelle. Accepter inconditionnellement l'autre. Et c'est ça que je pense vraiment qui est en jeu dans la relation avec ces jeunes-là, c'est qu'on les accepte de manière inconditionnelle, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, et qu'on ne peut pas leur donner d'ordre. Et souvent, ils opposent qu'ils ont déjà dit et qu'il ne s'est rien passé. Ouais. Bien sûr. Et souvent, moi j'ai eu notamment, je me souviens d'une jeune là qui dit bah oui, mais quand j'ai dit pour mon premier viol, parce qu'elle avait commencé l'entretien, elle dit bon bonjour, je m'appelle un tel et j'ai subi 3 viols. Ok, bonjour. Et le premier viol, la juge m'a pas cru, elle m'a traité de menteuse. Oui, c'est une réalité, et on le dit bien. Enfin là, les prostitutions des mineurs, les moitiés sont classées sans suite. Les violences sexuelles de manière générale, ça faut écouter les travaux de la CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste. On voit bien qu'effectivement, la réponse pénale n'est pas forcément celle qu'on souhaiterait. Mais c'est aussi là où c'est important, et je pense que c'est vraiment en termes d'approche. Oui, clairement, si l'auteur était tout le temps condamné, enfin, notre job même de psy serait quand même un peu plus simple peut-être. Par contre, la réalité, c'est pas ça. Et c'est aussi de pouvoir bien expliquer, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est pas parce que la justice classe, c'est pas parce qu'il n'y a pas une réponse pénale satisfaisante que la justice dit « vous n'êtes pas victime ». Et ça, je crois que c'est pas non plus assez véhiculé, notamment dans les médias, pour pouvoir expliquer qu'en fait, nous, par exemple, l'examen gynécologique à l'UMJ, enfin la majorité n'ont pas de blessure, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Qu'il n'y a pas de traces de violence sexuelle. Par contre, en fait, tout l'entretien, et les entretiens peuvent être quand même assez longs, parce qu'en fait, on va expliquer, notamment aux mineurs, mais aussi aux majeurs, que c'est pas parce qu'il n'y a pas de traces que ce qu'ils disent, c'est faux. D'ailleurs, on le met bien, enfin, ça c'est... Enfin, non, moi je suis pas là-dedans, mais mes collègues disent bien que c'est compatible avec les propos de la victime. Donc c'est bien parce qu'on dit là, c'est pas parce qu'il n'y a pas de blessure, c'est pas parce que la justice ne condamne pas l'auteur. En fait, il faut expliquer. Alors je sais que dans certains départements, il y a notamment des associations d'aide aux victimes qui expliquent la décision judiciaire. C'est sûr que quand vous ne recevez aucune information de la justice, voire peut-être dans les meilleures des situations, vous recevez un courrier qui dit que c'est classé sans suite, bah c'est une sacrée claque, hein. Enfin ça fait mal. Hein. Par contre, s'il y avait peut-être un être humain derrière qui venait dire pourquoi il y a eu cette décision, et qu'en fait, c'est pas parce qu'on vous croit pas, mais c'est parce que là, la justice est dans l'incapacité de démontrer une preuve, et notamment en phase de priver de liberté quelqu'un, c'est autre chose. Et ça, je pense qu'il y a tout un travail pédagogique, mais sociétal et médiatique, à mon avis, à avoir, qui ferait aussi un peu dire, enfin voilà, enfin, oui, j'entends, enfin oui, tu as raison, alors peut-être comme là, ma jeune qui me dit, la juge m'a pas cru, oui, j'entends. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir réparer, c'est là où il y a d'autres prises en charge à avoir. Mais moi, par exemple, mon job, je suis psychologue à l'UMJ, je ne suis pas du tout dans le volet médico-légal, je suis que dans le soin. Et je leur dis, et je tiens à le dire à chaque fois, que ma consultation n'est pas gratuite. Alors, ils ne payent rien. Mais elle n'est pas gratuite, elle est prise en charge par la sécurité sociale. Je suis payée, mon poste est payé par la sécurité sociale. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on leur offre la possibilité de rencontrer une psychologue, pris en charge par l'État. Vous voyez le truc aussi de changement de paradigme là? C'est qu'ils ont accès, c'est-à-dire que la société reconnaît bien qu'ils sont victimes, puisqu'ils ont accès à une consultation psychologique pour victimes, ils n'ont rien à payer. C'est nos impôts qui payent. Donc l'État le porte bien. C'est ça tout le travail pédagogique, c'est ça de leur renvoyer. Ben, on s'est rencontrés dans ce cadre-là et tu as accès à ça parce que tu es victime. Je ne sais pas si je réponds de manière satisfaisante, hein, mais vous voyez un peu, c'est là où il y a des éléments réflexifs à avoir, quoi. Bien sûr. Ah bah non, puis de toute façon il va vous dire fuck, hein. Il est en colère, il est revendicateur, bah ouais, il a le droit, c'est son job, et puis vu ce qu'il a vécu, il a vraiment le droit. Par contre, c'est à nous de lui expliquer.
Il en fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment, après. Et toujours pareil, nous semons des graines. Moi, c'est aussi des parents qui me disent, bah oui, on a déposé plainte, il ne se passe rien, ça servait à rien. Surtout pas. Comme les professionnels qui disent, signaler, ça sert à rien, il ne va rien se passer. Surtout pas. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce jeune, quand il aura peut-être 20, 30, 40, 50 ans, il pourra dire quand même qu'à un moment donné, il y a un adulte qui a acté quelque chose. Papa, maman, vous avez acté quelque chose. Vous m'avez cru, vous m'avez entendu, vous en avez parlé à la police. La psychologue, le médecin, l'infirmière, l'enseignante, peu importe. Il a acté quelque chose. Combien de jeunes nous disent, j'ai parlé, il ne s'est rien passé du tout. Traitement par l'indifférence. C'est la pire des réponses. Donc il faut acter quelque chose qui peut-être ne sera pas satisfaisant pour tout le monde à la fin, mais en tout cas, quand il sera plus vieux, on sème des graines. Quand il sera plus vieux, il dira bien, bah si, il y a quand même un professionnel qui m'a entendu, qui m'a cru et qui a transmis. Papa, maman m'ont cru, m'ont entendu, ont transmis. Après, papa, maman, professionnels, ils ne sont pas décisionnaires. Hein. Moi, je ne veux pas l'être. Hein. Ouais. Je sais pas de ce... Enfin, c'est à réfléchir. Hein. Alors, on a plusieurs questions sur le téléphone, dont 2 qui se rejoignent. Existe-t-il des vidéos de sensibilisation adaptées aux moins de 13 ans? Moins de 13 ans, je me tourne vers mes collègues. Moins de 13 ans, il y a celle du... Peut-être qu'il y a une courte vidéo de Mouvement d'Uni qui va d'ailleurs en sortir une autre là, qui peut être intéressant. C'est une petite vidéo tuto. Après, moins de 13 ans, c'est toujours pareil, c'est qu'on n'est peut-être pas tout de suite dans... On va parler prostitution, quoi. Moins de 13 ans, il y a quand même aussi toute la prévention. Après, ça renvoie à la question prévention primaire, hein, qui peut commencer, je vous le rappelle, dès la maternelle. Alors, en maternelle, on ne va pas parler prostitution. Mais par contre, on va pouvoir parler d'autres choses. Là aussi, regardez le site internet. Alors, j'espère qu'on essaye d'actualiser au jour le jour, parce que comme c'est quand même un sujet à la mode, entre guillemets, il y a beaucoup de choses qui sortent et on essaye de répertorier les outils. Mais moins de 13 ans, il faudrait regarder si ça convient. Y a-t-il une plus forte prévalence de prostitution chez les jeunes atteints de handicap? Ah, super le handicap. Alors là, c'est pareil. Hein. Partie immergée plus. On aimerait pouvoir effectivement investiguer un peu plus ce champ du handicap. Dans les jeunes qu'on a rencontrés, effectivement, il y avait du handicap, notamment handicap psychique. Mais c'est comme les violences sexuelles, hein, c'est toujours pareil, et notamment en termes de handicap psychique, où on peut se dire que c'est difficile en fait d'entendre que c'est notamment une grande schizophrène va avoir été victime de violences sexuelles, parce qu'elle n'arrête pas de le dire, mais qu'en fait ils sont plus à risque de ces violences-là. Donc j'ai pas de réponse satisfaisante sur le fait handicap et prostitution. Par contre, clairement, oui, on en a eu, et il faudrait peut-être un peu plus creuser le sujet, quoi. Par quoi les professionnels accompagnant des jeunes ou personnes suivies par la justice doivent-ils être alertés sur des éventuels faits de proxénétisme? Donc du côté de l'auteur, là, c'est ça? Alors ça, ouais, ça c'est vraiment intéressant parce que j'en ai pas... là, on en a un tout petit peu parlé. Alors je sais pas si je vais bien répondre. Mais on a un tout petit peu parlé sur les proxénètes. On parlait des jeunes adultes. On a aussi des proxénètes mineurs. On peut avoir des proxénètes qui ont été anciennement victimes. Que ça peut être aussi un changement de statut, de pouvoir échapper à la prostitution et d'avoir un statut un peu plus confortable. Je mets des gros guillemets à ce que je dis. Et la question, c'était les signes de proxénétisme. Alors, sur le cas, quand même, en termes de prévention, là aussi, hein, quand on s'adresse aux jeunes, on a des jeunes victimes, mais on a potentiellement des jeunes proxénètes. Leur dire que, notamment, quand ils emmènent une copine, ils font le trajet en voiture qui l'aide à aller au Airbnb, c'est du proxénétisme. Quand ils lui donnent son téléphone pour appeler les clients, c'est du proxénétisme. Donc là aussi, il y a quand même toute une question, là aussi d'information, mais les cours d'éducation civique, hein, qu'est-ce que c'est la loi, quelles sont nos lois, etc. Mais de pouvoir leur transmettre ces messages-là, parce qu'il y a quand même pas mal de proxénètes aussi qui n'ont pas cette notion. D'ailleurs, je vous une petite digression, mais écoutez sur, alors je ne sais plus si c'est France Inter, France Culture, vous avez un podcast, France Culture. France Inter, France Culture, oh bon, bref, France Culture, le petit proxénète. Magnifique podcast d'un jeune qui est interviewé et qui montre bien la question de ce manque d'empathie impressionnant, déroutant. Mais je ne réponds pas à la question, je pense. Enfin, je sais pas, les facteurs, c'est ça, enfin, Oui, sur les jeunes suivis en justice. Jeunes suivis en justice, oui. On a une question qui rejoint un petit peu, qui demande quel est le profil type du proxénète. Il n'y a pas de profil type. Toujours pareil, c'est comme le profil type des victimes, il n'y en a pas. Profil type du proxénète, il n'y en a pas.
on va avoir effectivement la personne totalement mal intentionnée et qui clairement va vers le proxénétisme parce que c'est potentiellement moins de risques, c'est moins de frais à engager que des stupes. Clairement, vous avez beaucoup de liens. Et je vois par exemple à Tours, c'est notamment du côté policier les stupes qui s'en occupent avec la question des réseaux de prostitution, parce qu'on voit le lien. Il y en a qui font des stupes et aussi proxénétisme, parce que tout simplement, en fait, il faut juste un téléphone. Hein. Donc c'est très très simple. Donc oui, pas de profil type. Écoutez le petit proxénète, vraiment. Écoutez ce podcast, si je trouve qu'il est édifiant dans ce que ça peut être, cette facilité aussi de prostituer quelqu'un. Est-ce que la définition de la prostitution va évoluer avec l'évolution des rapports sexuels via les réseaux sociaux? Je pense. Clairement, je pense. Alors, je sais plus, c'est le Sénat qui a dit hein, que c'était avec contact physique, je crois. La Cour de cassation, merci, qui a effectivement dit qu'il fallait que ce soit avec contact physique, mais enfin, clairement, je pense que c'est nécessaire et ça, je pense. Après, je ne suis pas le législateur, mais je pense que ça va évoluer, obligatoirement. Y a-t-il une prise en charge psy médicale des proxénètes? Vous savez quand même que les auteurs, on s'en occupe pas, quoi. Enfin, les auteurs de violences sexuelles, on s'en occupe pas beaucoup, même si ça, là aussi, je pense que ça a tendance à évoluer. Mais c'est toute la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. C'est vrai que nous, on est pro, hein, bien évidemment, prise en charge des auteurs. Tant qu'on ne prendra pas en charge les auteurs, on ne pourra pas prendre convenablement en charge les victimes. Mais c'est pas très vendable, hein. Clairement, financièrement, les moyens, politiquement, médiatiquement, c'est méchant quand même, faut pas l'oublier, hein. Que pensaient les personnes majeures qui choisissent de se prostituer à l'âge adulte sans proxénète et en étant à leur compte? N'y a-t-il pas un risque que ces personnes ne perçoivent pas le caractère délétère de ces pratiques de prostitution? Alors moi les majeurs je connais pas beaucoup, clairement. Donc je vais laisser mes collègues répondre à cette question-là, il faudra la reposer à ce moment-là. Ce que je peux quand même dire, c'est qu'on se rend bien compte que chez les majeurs, il y en a quand même un grand pourcentage qui ont commencé leur activité étant mineurs. Donc ça renvoie à tout ce que je viens de vous dire. Ce sujet est-il abordé dans les établissements scolaires avec les jeunes? Vous voulez vraiment ma réponse? Non, si, quand même que je... Il y a, et notamment tous nos collègues Amicales du Nid, Mouvement du Nid, ACPE, là prochainement Colosse au pied d'argile, ils interviennent, mais après c'est toujours pareil dans les établissements scolaires, les fameuses 3 séances, hein, qui sont très 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 hétérogénées, enfin bref, vous m'avez compris, diffusées sur le territoire. Sur la prostitution, il y a vraiment des interventions et des sensibilisations qui se font, malheureusement certainement de manière trop sporadique. Je pense que ça va changer là avec justement l'appel à projet du ministère de la Santé et les projets qui ont été validés, où on voit bien cette nécessité. On voit bien aussi le positionnement de l'éducation nationale qui clairement change. Donc après toujours pareil hein, selon les établissements, mais c'est là où ils sont un peu aussi acculés hein, quand même, hein, puisqu'on n'arrête pas de leur dire le groupe de travail interministériel, enfin tout le monde leur dit faut faire ces séances, faut faire ces séances, faut faire ces séances. Donc oui ça existe, mais renseignez-vous auprès des associations, donc Amicales du Nid, Mouvement du Nid, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, je pense que... Planning familial aussi. Planning familial. On prévient la prostitution. Merci madame. Parce que s'il y avait les séances d'éducation à la vie affective dès la maternelle. Dès la maternelle, merci. Moins de prostituées. On est d'accord. Et Colosse au pied d'argile aussi, d'ailleurs, qui on s'est associé pour justement proposer cette sensibilisation auprès des jeunes professionnels et parents. Quid de ces mesures dans les dom-toms? Ah, dom-tom. Dom-tom, oui, alors ces mesures... Dans le plan de lutte, il était prévu une recherche pour les dom-toms et une recherche aussi concernant les MNA, dont je n'ai absolument pas parlé, hein, parce que là encore autre chose. Les dom-toms, alors ce qu'il y a, c'est que l'appel à projet du ministère devait être publié cet été. Nous attendons. Donc clairement là, alors je pense que la grande difficulté d'ailleurs sur la constitution de l'appel à projet pour avoir été auditionné là-dessus, c'est qu'initialement le ministère de la Santé voulait investiguer tous les dom-toms, mais je pense avec un budget très limité, et qu'en fait en fonction des dom-toms, on n'est pas du tout sur les mêmes réalités. C'est-à-dire qu'on soit Guyane, Mayotte, La Réunion ou les Antilles, c'est clairement une recherche à part entière dans chaque
DOM-TOM, puisque les problématiques ne seront pas du tout les mêmes. On parlait de Mayotte, effectivement, avec ma collègue de l'Amicale du Nid. C'est pas du tout pareil qu'effectivement aux Antilles, avec notamment Saint-Martin, qui est tout proche. Donc voilà, donc on espère pouvoir investiguer à un moment donné les DOM-TOM, parce que clairement, ils sont en demande et aussi très en difficulté, tout comme nous. Alors, quelle formation existe-t-il pour les travailleurs sociaux pour mieux dépister? Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il existe, déjà il en existait, mais il en existe aussi de plus en plus, et surtout, il y a des moyens de plus en plus dédiés à ça. Donc les formations, là aussi, je vous encourage à vous tourner vers nos collègues associatifs, Amicale du Nid, Mouvement du Nid, ACPE. Peut-être que le planning vous en proposez ou pas des formations? Oui, on organise des formations. Et sur la prostitution, il y en a? Je ne peux pas vous dire. Peut-être Ok. pas encore, parce que c'est trop tabou. Mais donc vous avez, et on voit bien que nos collègues sont de plus en plus sollicités. Quand je vous le disais, c'est à la mode, c'est vraiment la mode. Enfin, là, cette semaine, j'ai fait 3 colloques sur ça, quoi. Vous êtes le 3e. Enfin, donc on voit bien que c'est la thématique actuelle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on voit bien, ça fait certainement, j'espère que ça prendra un peu le même chemin sur la question comme les violences conjugales, où maintenant on a quand même on voit une formation très clairement qui augmente les compétences des uns et des autres. Donc oui, il existe des formations, et renseignez-vous auprès des associations spécialisées. Une dernière question pour qu'on puisse après embrayer sur la suite. Sommes-nous autorisés à utiliser les vidéos mises sur YouTube pour des séances de sensibilisation auprès des professionnels? Tout est disponible gratuitement sur Internet. Vraiment, c'est ça. Alors, clairement, nous, ça nous pose des questions budgétaires. D'ailleurs, on va lancer un appel à dons, hein, j'en profite. Parce que clairement, ma volonté en tant que présidente et mon équipe, même si tous les ans on se pose la question, parce que tous les ans c'est compliqué, mais on veut, et notre souhait c'est vraiment de pouvoir transmettre de l'information gratuitement à tout le monde. Déjà on voit que gratuitement c'est compliqué d'informer, donc vraiment utiliser ces outils sont faits pour vous. Pour tout le monde, donc vraiment télécharger les vidéos, télécharger les outils, flyers, tout ça, diffuser. Il faut que chaque citoyen soit informé. Ça, c'est mon vœu pieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention.